Bonjour. Aujourd'hui, je vais tenter de résumer le chapitre sur le commerce international en 5 minutes. Non, non, en fait, soyons réalistes. 5 minutes pour faire tout ce chapitre, je vais jamais y arriver. C'est un des chapitres les plus longs et même s'il y a peut-être des passages que je pourrais enlever parce que c'est moyen dans le programme, non, 5 minutes, je vais pas le faire. Si je tiens les 5 minutes, ça va être une boucherie, ça n'aura aucun intérêt. Donc, aujourd'hui, je change un peu le format. Je vais me timer, je vais me chronométrer, voir combien de temps je mets. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible, mais en même temps tout en restant clair et en ne faisant pas des sacrifices qui seraient trop importants. Et on va voir. Alors là, du coup, la question c'est un peu prendre les paris sur combien de temps est-ce que je vais prendre. Sachant que j'ai quand même tendance à aller un peu plus long que ce que je voudrais. Allez, est-ce qu'on part sur 7 minutes, 10 minutes, 12 minutes? Allez, moi je vais partir sur 12 minutes. Ouais. 12 minutes, ça fait plus que le double, hein, mais ça me semble réaliste. Et même si vous avez évidemment aucun moyen de vérifier, je vous jure que là, je suis en train de vous parler, c'est pas un montage. Je ne sais pas encore, je me lance à peine dans l'enregistrement, donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Peut-être qu'après, je vais revenir éditer et dire finalement que je vais préférer dire 13 minutes, 10 minutes, 11 minutes 30, mais pour l'instant, on part sur 12 minutes. Allez, on va voir ce que ça donne. Ah oui, je voudrais juste clarifier un petit point de détail avant de commencer, de me lancer vraiment dans le cœur de cette vidéo. J'ai récemment changé d'ordinateur, ce qui explique notamment le changement du cadrage, qui est plus large, comme vous pouvez le constater, mais aussi peut-être au niveau des changements au niveau du son. J'espère que la qualité de son reste correcte. J'ai déjà eu des remontées, des critiques sur le fait que la qualité du son n'est pas toujours top. J'espère que ça ne va pas se dégrader encore plus. Quoi qu'il en soit, on fait avec ce qu'on a, et j'espère que cette vidéo vous sera utile malgré tout. Ok, 3, 2, 1, c'est bon, je viens de lancer le chrono de mon côté. Le point de départ de ce chapitre, c'est le fait que depuis la seconde moitié du XXe siècle, le commerce international a fortement augmenté. Si on compare les exportations mondiales aujourd'hui par rapport à la fin des années 1940, on se rend compte qu'elles ont été multipliées par plus de 300. La question, donc, ou les questions au cœur de ce chapitre, c'est comment est-ce qu'on peut expliquer le développement du commerce international et est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce qu'il ne faudrait pas ralentir, voire revenir un peu en arrière? Les théories traditionnelles du commerce international, notamment portées par Adam Smith et David Ricardo, partent sur le principe, affirment que chaque pays doit se spécialiser dans un type de production, le type de production où ce pays a un avantage, et acheter le reste à l'étranger. Donc en gros, chaque pays a un avantage, vous devez concentrer toutes vos ressources dans ce type de production et oublier le reste. Le reste, vous allez l'acheter à l'étranger parce que ce sera plus avantageux. Alors ces avantages, ils peuvent être absolus, quand c'est simplement l'idée que finalement vous êtes capable de produire des biens ou des services moins chers que les autres pays, ou les autres pays sont capables de produire des biens ou des services moins chers que vous, ou des avantages relatifs quand vous êtes relativement plus efficace dans un type de production par rapport aux autres types de production, et qu'en vous concentrant dans ce type de production, vous allez pouvoir finalement amasser plus de gains et acheter à l'étranger des biens qui seraient peut-être plus chers que si vous les produisiez vous-même, mais finalement, se spécialiser permet de gagner plus d'argent et est largement rentable par rapport au fait d'acheter des produits à l'étranger plus chers que si on les faisait soi-même. Si c'est pas très bien clair, je vous renvoie à la vidéo en question. Ces avantages peuvent provenir soit de la dotation factorielle, c'est-à-dire de la quantité des facteurs de production disponibles dans le pays. En gros, si vous avez beaucoup de travail peu qualifié dans ce pays, vous avez plutôt intérêt à vous spécialiser dans des productions qui exigent beaucoup de travail peu qualifié. Si à l'inverse, vous avez beaucoup de travail qualifié ou beaucoup de capital dans le pays, vous avez plutôt intérêt à vous spécialiser dans des types de production qui exigent beaucoup de travail qualifié ou beaucoup de capital. Et en dehors de la dotation factorielle, il faut aussi mettre en avant le rôle de la dotation technologique, le fait que simplement un pays peut avoir des technologies, des méthodes de production qui sont plus efficaces, peut avoir un avantage simplement parce qu'il a plus d'expérience dans un type de production et il est capable du coup de produire mieux ou en tout cas moins cher, de façon plus productive.
Cette spécialisation permet aux entreprises donc de gagner en productivité, on vient un peu d'aborder la question, et cette amélioration de la productivité des entreprises permet ensuite d'améliorer la compétitivité du pays, si en tout cas on mesure la compétitivité du pays comme sa capacité à exporter. En réalité, la notion de compétitivité d'un pays, elle est plus large, elle désigne tous les avantages qu'un pays gagne du fait du commerce international. Ça peut être, donc en effet, les exportations, mais aussi le fait d'attirer des entreprises chez lui, ou encore simplement le fait d'avoir accès à des produits moins chers qu'il s'il les produisait lui-même. Ces théories sont utiles pour décrire les échanges de produits différents. Chaque pays se spécialise dans un type de production et du coup, vous allez avoir un pays qui produit des ordinateurs, un pays qui produit des voitures, un pays qui produit des t-shirts, etc. Mais cependant, ces théories ne sont plus aptes à rendre compte des mutations du commerce international car en effet, depuis la seconde moitié, enfin au cours de la seconde moitié du XXe siècle, le commerce international a non seulement augmenté, mais il s'est aussi transformé. Première mutation, l'internationalisation de la production. C'est un phénomène qui existait déjà, mais là, il s'est fortement développé, du fait notamment de la baisse des coûts du transport et de la baisse des coûts des communications. Et par conséquent, les entreprises se sont rendues compte qu'elles pouvaient confier chaque partie du processus de production à un pays qui était finalement le plus efficace dans ce domaine-là. Au lieu de confier toute la production à un seul pays, on internationalise la production, on confie chaque partie à des pays différents. Cela peut se faire de différentes façons, soit à travers des investissements directs à l'étranger, quand les entreprises créent directement des usines à l'étranger qui leur appartiennent, soit à travers de l'externalisation internationale, quand les entreprises confient à une autre entreprise d'un autre pays une partie de leur processus de production. Ce processus d'internationalisation de la production permet d'expliquer le développement du commerce intra-branche, c'est-à-dire le développement du commerce de produits similaires. L'autre explication, c'est la différenciation des produits. Que finalement, même si les produits sont similaires et donc appartiennent à la même branche d'activité, en réalité, ils sont différenciés, soit en termes de qualité. Par exemple, on vous propose différentes voitures, mais il y a des voitures bas de gamme, des voitures haut de gamme, etc. Soit simplement en termes de variété. On vous propose des voitures de qualité comparable, mais avec des options différentes, afin de satisfaire toutes les envies des consommatrices et des consommateurs. Ok, donc là on vient d'expliquer le développement du commerce international. Maintenant, on va se poser la question des avantages et des inconvénients du commerce international et du libre-échange, qui est en gros la doctrine qui dit il faut plus de commerce international, il faut enlever tous les obstacles possibles au commerce international et puis faire en sorte que les entreprises peuvent considérer l'ensemble du monde comme un seul pays, comme un seul marché. Du côté des avantages, vous avez d'abord une baisse des prix. Les entreprises peuvent profiter des avantages de chaque pays et donc peuvent produire chaque partie du processus de production là où c'est le moins cher possible, ce qui se traduit par une baisse des prix pour elles et in fine pour les consommatrices et les consommateurs. Cela leur permet aussi d'accéder à de nouveaux marchés et donc bénéficier d'un choc de demande positif avec ce qui est source de croissance économique et ce qui permet de réduire les inégalités entre les pays puisque le commerce international permet notamment aux pays en développement de s'insérer dans le processus de production, de trouver des sources de croissance en produisant certains produits qui sont finalement plus rentables à produire dans ces pays en développement que dans les pays développés, ce qui permet de réduire les inégalités entre les pays développés et les pays en développement. Cela s'est notamment vu pour la Chine et pour l'Inde. On pourrait aussi ajouter, dans le cas de la croissance économique, le fait que vous avez des gains de productivité, des transferts de technologie, etc. Mais il y a une vidéo là-dessus, donc je vous renvoie à cette vidéo. Cependant, le commerce international rencontre aussi plusieurs limites, ce qui invite à mettre en place des politiques protectionnistes, c'est-à-dire des politiques qui visent à protéger les entreprises et la production nationale contre la concurrence étrangère. Vous avez certes une réduction des inégalités entre les pays, mais au sein de chaque pays, vous avez plutôt un accroissement des inégalités. Les travailleurs et travailleuses les plus qualifiés réussiront à valoriser leurs compétences sur un marché international, ce qui permettra d'augmenter leurs revenus, surtout si en plus ils et elles possèdent du capital, alors qu'à l'inverse,
les travailleuses et travailleurs peu qualifiés des pays développés seront mis en concurrence avec les travailleuses et travailleurs des pays en développement, concurrence qui va jouer plutôt en leur défaveur et va donc plutôt conduire à une augmentation du chômage et une baisse des revenus. Donc, au sein de chaque pays, les inégalités augmentent. Il y a aussi un problème d'indépendance économique quand vous faites produire finalement à l'étranger une partie de votre production qui peut être essentielle. Et enfin, vous avez la question du protectionnisme éducateur, où il s'agit cette fois-ci d'accorder une protection aux entreprises nationales temporairement, simplement pour leur donner le temps d'acquérir assez d'expérience pour faire face à la concurrence internationale. En vous disant finalement, si vous ouvrez d'un coup toutes les frontières, vos entreprises ne sont pas capables de faire face à la concurrence internationale, elles vont juste se faire écraser, se faire dévorer, et votre économie sera en crise. Ce qui est donc tout ça invite à mettre en place des politiques protectionnistes. Ces politiques peuvent passer sur des instruments qui cherchent à, en gros, jouer sur le prix, soit augmenter le prix des produits importés, soit baisser le prix de vos produits, à travers par exemple des subventions, soit essayer de donner des avantages à vos productions ou plutôt de mettre des obstacles pour la production étrangère, sans jouer sur le prix, mais en jouant sur les normes, en jouant sur des quotas, etc. Cependant, les politiques protectionnistes rencontrent elles-mêmes des limites et notamment empêchent de profiter du commerce international. Vous allez avoir une augmentation des prix, à la fois directe, mais aussi finalement pour tous les secteurs d'activité qui bénéficient des importations. Vous allez avoir du coup peut-être un impact négatif sur la croissance économique, encore que là c'est un peu compliqué à trancher. Vous allez aussi avoir des problèmes de rétorsion, etc. Ce qui, du coup, invite à se dire vraiment à être bien vigilant et attentif quand on met en place des politiques protectionnistes ou quand on encourage le libre-échange, à chaque fois bien mesurer précisément quels sont les avantages et les gains espérés et quels sont les problèmes qui vont se poser. Et finalement, se concentrer uniquement sur les avantages, ignorer les inconvénients est un problème, mais l'inverse est tout aussi problématique. Il faut toujours avoir une vision très complète et nuancée de la situation. Ok, je viens de terminer cette vidéo de synthèse et là, mon chrono me dit que j'en suis à peu près à 9 minutes, non, pardon, 10 minutes 24. Donc, je suis en deçà. C'est vrai qu'au départ, je me suis dit, bon, je vais juste faire 10 minutes, mais connaissant ma capacité à rallonger, à faire un peu plus long, je me suis dit, bon, mise un peu plus haut, sois un peu plus prudent, prévois sur 12 minutes. Finalement, j'aurais dû faire confiance à mon premier instinct, rester sur 10 minutes, puisque c'est à peu près ce que j'ai fait, 10 minutes 24 secondes. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous souhaite une bonne journée.